Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus, là. Je vais lui construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. 3 mois, mais 3 mois avec combien? Dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sorti en 2002, Cléopâtre décide de faire construire un palais en plein désert à Jules César pour lui prouver la grandeur de la civilisation égyptienne, le tout en 3 mois. Alors ce film est drôle, vous en connaissez sans doute comme moi des extraits par cœur, mais ce qu'on retient beaucoup moins de ce film, c'est qu'au milieu de cette galerie de personnages qui parlent fort, il y en a une qui parle peu et qui décide de tout, c'est Cléopâtre. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter sur elle, sur la reine que Chabat met en scène et sur celle qui a vraiment existé, parce que cet hiver, une exposition à Paris a remis un peu d'ordre dans ces 2000 ans de rumeurs, et on y reviendra. J'aurais pu construire cet épisode autour de Numéro bis, c'était un bon personnage à exploiter pour une place à soi. Il a tout, le bluff sur ses compétences, le vertige devant un délai impossible et cette capacité à s'entourer de plus forts que lui pour tenir debout, un peu l'imposteur dans toute sa splendeur. Mais ce serait mal me connaître parce qu'un homme qui brasse de l'air et une femme qui gouverne, mon cœur ne balance jamais très longtemps. Bienvenue sur le podcast Une place à soi, le podcast pour habiter pleinement sa vie. Ici, on explore la très vaste question de la place, en soi, dans le travail, dans le monde et dans ses relations. Mon nom, c'est Sophie Rioux, je suis executive coach et mentor. Je crois profondément qu'être à sa juste place, c'est prendre le risque d'être soi et prendre sa part dans le monde. Mon intention, avec ces épisodes, c'est d'aider les femmes à prendre leur place dans toutes les sphères de leur vie et incarner ce qu'elles sont dans toutes leurs dimensions. Ici, je vous proposerai de grandes prises de hauteur, des idées qui décalent et en fin d'épisode, des questions pour que les liens que je fais, vous puissiez les faire à votre tour, dans votre vie. Bonne écoute. Alors Cléopâtre, elle a eu plusieurs visages au cinéma, souvent au travers d'un male gaze d'ailleurs, un regard masculin sur la femme. Elle a été dotée d'un sale caractère, d'un port de tête altier, de robes sulfureuses, souvent jouées par des actrices très très belles et les plus sexy de l'époque. Elle a été identifiée comme l'amante passionnée de Jules César et de Marc-Antoine. Monica Bellucci, chez Chabat, lui a offert autre chose. Alors une robe sublime, qui laisse assez peu de place à l'imagination, et aussi une façon de traverser l'écran qui capte l'œil avant de capter l'oreille. Au cinéma donc, notre amie Cléopâtre, c'est une reine qu'on regarde avant de l'écouter. C'est ce que ce glissement d'une femme qui gouverne à une femme qui séduit nous dit encore aujourd'hui de la façon dont on raconte le pouvoir des femmes. Cet épisode vous fera sourire, j'espère, mais aussi vous rendra un peu plus vigilante la prochaine fois qu'on décrira le pouvoir d'une femme, le vôtre, celui d'une collègue, ou celui d'une reine égyptienne morte il y a 2000 ans. On va faire ça en 3 temps. Le personnage que le film nous donne à voir dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Ensuite, on ira faire un tour du côté de la femme d'État que l'histoire a longtemps enterrée et des choses dont j'ai pris conscience sur cette fameuse expo à l'Institut du monde arabe. Et puis surtout ce que ça raconte de nous finalement aujourd'hui. Alors, reprenons notre galerie de personnages qui parlent fort dans Mission Cléopâtre. Alors, on a Numéro bis. C'est un architecte qui accepte de construire un palais en 3 mois, sans être franchement sûr d'y arriver, et qui compense l'incertitude par une assurance assez bruyante, jusqu'à ce qu'il craque et appelle du renfort. Le bluff, suivi du sauvetage. Une histoire vieille comme le monde. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmure, on va faire une grande dalle avec plein de statues. Qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Bon, bien sûr, faut imaginer. Et il y a à mon beau-fils. Alors lui, c'est le boomer dépassé, mais pas que. Il humilie, il complote. C'est pas de la puissance, chez lui, c'est vraiment une stratégie de couloir. Pas de palais. Pas de palais. Et puis on a César. Alors César, le plus grand de tous les acteurs de sa propre légende. Il traverse l'Égypte en conquérant magnanime,
Mais il arrête jamais de calculer finalement l'effet que ça produit sur Rome. On a donc 3 hommes, 3 manières différentes de mettre en scène leur grandeur, et au milieu, une femme qui ne joue rien du tout. Cléopâtre, elle fixe un délai, elle observe, elle tranche. On ne la voit jamais en train de se convaincre elle-même de son pouvoir, on la voit simplement l'exercer et attendre que le monde s'ajuste. Regardons cette scène du Paris d'ailleurs. Rome, c'est pas construite en un jour. La verrez quand, cette merveille? Dans 3 siècles? Dans 3 mois. 3 mois. 3 mois. Dans 3 mois, jour pour jour, tu auras ton palais. Cléopâtre, elle convoque César, elle lui annonce qu'elle va construire un palais en 3 mois et lui demande en échange une reconnaissance publique de la grandeur du peuple égyptien. César rit, il la prend pas franchement au sérieux, et c'est précisément cette absence de sérieux, ce petit sourire condescendant de l'homme le plus puissant du monde connu, qui donne toute sa valeur et toute sa saveur à la scène suivante. Elle tient parole. Le film ne fait pas de Cléopâtre une femme politique raisonnable et lisse. Elle est capricieuse, elle change d'humeur, elle menace de jeter numéro bis au croco et met les Gaulois au cachot pour une histoire de gâteau. Elle est autoritaire, personne ne discute ses ordres, pas même César d'ailleurs, mais elle n'a jamais besoin de convaincre qu'elle a raison. Elle le prouve et laisse les autres s'ajuster après. Et c'est là que le personnage échappe un peu au piège dans lequel le male gaze enferme d'habitude les reines au cinéma. Alors oui, la caméra, elle s'attarde sur Bellucci, la robe, la démarche, le regard, mais le scénario, lui, ne la réduit jamais à cette seule image. Elle décide, elle teste, elle sanctionne, elle gagne son pari face à un homme qui pariait sur son échec. Le corps est filmé comme un objet de désir, ça c'est certain. Le personnage, lui, agit comme un sujet de pouvoir. Les deux se superposent sans jamais vraiment se rejoindre, et c'est peut-être ça la vraie tension féministe du film. Alors maintenant, changeons de décor. On sort du désert reconstitué en studio, on quitte Chabat, direction l'Institut du monde arabe. Celle qui a vraiment vécu, elle, méritait bien son exposition. Cet hiver, l'Institut du monde arabe a consacré une exposition entière à Cléopâtre, avec un sous-titre qui donne le ton, le mystère Cléopâtre. Le mystère, en réalité, tient moins à ce qu'on sait d'elle qu'à ce qu'on lui a inventé après sa mort. Les faits, eux, sont finalement assez sobres. Cléopâtre VII a régné plus de 20 ans, de 51 à 30 ans avant notre ère, sur un royaume coincé entre l'ambition de Rome et l'épuisement des dynasties précédentes. Elle parlait plusieurs langues, dont l'égyptien, ce qu'aucun de ses ancêtres grecs n'avait pris la peine d'apprendre en 3 siècles de règne. Elle a tenu l'indépendance de son pays par une diplomatie de tous les instants, des alliances pesées au gramme, des rapports de force anticipés, une économie qu'elle a maintenue debout dans un contexte super hostile, et ça, croyez-moi, ça en ferait pâlir plus d'un aujourd'hui. Rien à voir donc avec l'image qu'on lui connaît. Et cette image a un responsable assez précis, Octave. L'homme qui a vaincu Marc-Antoine et Cléopâtre avait besoin d'une histoire à raconter à Rome pour justifier sa victoire. Et présenter une femme de pouvoir comme une manipulatrice, une ensorceleuse, une menace pour la vertu romaine, c'était bien plus efficace que d'admettre qu'elle avait été, pendant 20 ans, une adversaire redoutable. La légende noire de Cléopâtre est née d'un vainqueur qui avait besoin de la faire paraître petite pour paraître grand lui-même. Donc 20 ans de règne, une diplomatie qui a tenu tête à Rome, une économie sauvée, et pourtant, ce qu'on lui a collé sur le dos pendant 2000 ans, c'est un sale caractère et des yeux de biche. La question maintenant, c'est plus de savoir qui elle était vraiment, c'est de comprendre ce qu'on a fait de son image depuis et ce que ça continue de raconter à nous aujourd'hui. Alors Cléopâtre, elle n'a jamais cessé d'être récupérée en réalité. L'exposition de l'Institut du monde arabe montre à quel point elle a voyagé jusqu'à nous, à quel point elle a été portée par des causes qui n'ont finalement plus grand-chose à voir avec l'Égypte aujourd'hui. En Égypte contemporaine, elle devient un symbole de résistance face à la domination étrangère. Dans les cultures afro-américaines, on la célèbre comme une chef d'État africaine, une référence de dignité et de puissance. Et les mouvements féministes s'en sont emparés aussi à leur tour, pour en faire l'image d'une femme libre qui a exercé le pouvoir dans un monde qui n'était pas fait pour elle. Même ça se discute. 2000 ans après sa mort, ni les calomnies d'Octave, ni ses récupérations n'ont réussi à faire disparaître cette femme. Elle a simplement changé de camp à chaque génération, portée par celles et ceux qui avaient besoin d'une figure, d'un rôle modèle, contre un pouvoir plus fort qu'eux. Et le mécanisme ne s'arrête pas à elle. Je parlais des films avant celui de Chabat. Il y en a eu plusieurs, mais je vais vous parler de celui qui est sorti en 1963, Cléopâtra, qui a été réalisé par Mankiewicz.
C'était une super production hyper coûteuse, le film dure plus de 4 heures, et Cléopâtre est jouée par Elizabeth Taylor, absolument mythique, grandiose, mais qui s'est faite complètement avaler par le rôle. En fait, pendant le tournage, sa liaison avec Richard Burton a fait scandale, et la confusion entre l'actrice et la reine est devenue si totale qu'on l'a affublée d'un surnom, Liz Patra. Et le jour de son entrée triomphale à Rome, 4500 figurants criaient son prénom d'actrice plutôt que le nom de la reine qu'elle incarnait. Même la comédienne la plus scrutée de son époque n'a pas réussi à faire exister Cléopâtre sans elle-même être dévorée par l'image. Alors voilà où j'en arrive. Cléopâtre a gouverné 20 ans. Bellucci a gagné son pari face à un César qui ne la prenait pas au sérieux. Taylor a disparu derrière son propre rôle. 3 femmes, 3 époques, un seul mécanisme qui se répète, le pouvoir d'un homme se raconte par ce qu'il a fait, alors que le pouvoir d'une femme se raconte par ce qu'il fait naître chez les autres, le désir, le scandale, la fascination. Le vrai geste féministe ici, ce n'est peut-être pas de sauver Cléopâtre une fois pour toutes de son image sulfureuse. C'est peut-être davantage d'accepter qu'elle continue d'être réinventée à chaque génération et de choisir nous aussi, la prochaine fois, quelle version on décide de raconter. Alors récapitulons. Sur l'écran, Cléopâtre, elle est capricieuse, elle est sublime, mais elle agit. Elle gagne son pari face à un homme qui ne la prenait pas au sérieux. Dans l'histoire, avec un grand H, elle a gouverné 20 ans dans un royaume assiégé et on a préféré retenir un sale caractère plutôt qu'une diplomatie redoutable. Depuis, elle a été récupérée par toutes les causes possibles et même Elizabeth Taylor, en l'incarnant, s'est faite avaler par son propre rôle. Un seul fil relie ces 3 femmes. Leur pouvoir s'est toujours raconté parce qu'elles faisaient naître chez les autres, rarement parce qu'ils l'accomplissaient. Alors la question que je vous laisse, c'est celle-ci. La prochaine fois que vous doutez de votre place, malgré vos résultats, demandez-vous ce qu'on retient de vous, ce que vous avez fait ou l'effet que vous avez produit. Et surtout celui que vous-même, vous choisissez de retenir pour vous. Dans 2 semaines, on reste sur cette même question de la place, mais on quitte le rire pour la retenue. Un acteur absolument inoubliable, un autre décor, une autre langue aussi, et une autre manière de mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait. Je vous dis à dans 2 semaines. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie d'oser mettre un peu plus de ce que vous êtes dans ce que vous faites. Si cet épisode a résonné pour vous, vous pouvez le repartager sur vos réseaux, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et sur Instagram, les liens sont dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve lundi, dans 15 jours, pour le prochain épisode d'Une place à soi. À très bientôt.